Je m'appelle Donald J. Trump, et avant d'être un nom affiché sur les gratte-ciel de Manhattan, j'étais un garçon curieux de Queens, élevé dans une maison confortable de Jamaica aux States. Mon père, Fred Trump, était un constructeur dur et méthodique, spécialisé dans les logements à revenus moyens à Brooklyn et dans le Queens. Il n'était pas amateur de fast, mais il maîtrisait les chiffres, savait comment faire fructifier chaque dollar, et n'hésitait jamais à être dur dans les négociations. Il m'a tout appris sur le travail, l'argent, et surtout sur le fait qu'un bon deal commence bien avant la table des négociations. Très tôt, j'ai compris que je n'étais pas destiné à rester dans les marges. J'avais besoin de grandeur. Là où mon père voyait un terrain vague à transformer en immeuble fonctionnel, je voyais un palace. Il m'envoyait sur ses chantiers à 13 ans pour voir comment les fondations se posent. Mais déjà, je rêvais d'autre chose. Manhattan m'appelait, avec ses lumières, ses avenues, ses possibilités sans fin. Je suis allé à la Wharton School à l'Université de Pennsylvanie. Là-bas, j'ai appris la théorie, mais la pratique m'attendait ailleurs. À la sortie, j'ai rejoint l'entreprise familiale. Pendant que mon père bâtissait dans l'ombre, moi, je regardais Manhattan de l'autre côté de l'East River. C'était là que je devais aller. C'était là que je devais gagner. Mon premier vrai coup à Manhattan, c'était le Commodore Hotel. Le bâtiment, situé à côté de Grand Central, était en ruine. Tout le monde l'ignorait, sauf moi. Là où les autres voyaient un immeuble condamné, je voyais une entrée dans le monde fermé de l'immobilier de prestige. J'ai approché la ville, convaincu les politiciens, négocié une exonération fiscale sur 40 ans, du jamais vu à l'époque. Puis j'ai trouvé un partenaire, la chaîne Hyatt, qui a cru en moi. Ensemble, nous avons transformé le Commodore en Grand Hyatt. C'était mon premier deal majeur. Un pari risqué, un succès total. Et un message clair, Trump était désormais en ville. Mais l'immobilier, ce n'est pas juste une question de briques. C'est une guerre psychologique. Je travaille vite, je décide vite, je change d'avis si nécessaire, mais je ne perds jamais de vue l'objectif. J'ai horreur des réunions interminables. Je déteste les rapports trop longs. Je fais confiance à mon instinct, à mes tripes, à ma capacité à sentir une affaire, à lire les gens. Et je pense grand. Toujours. Si je peux bâtir un immeuble, pourquoi ne pas viser la tour la plus haute? Si je peux gérer un hôtel, pourquoi pas un casino? Si je peux redresser une patinoire à Central Park, pourquoi ne pas en faire une vitrine nationale? En 1980, j'ai lancé Trump Tower, un projet sur la 5e avenue, le centre névralgique de New York, un terrain appartenant à Bonnevitte-Teller. Encore une fois, on m'a dit que c'était impossible, trop cher, trop compliqué, trop risqué. Mais je savais ce que je voulais. J'ai bataillé pour obtenir les permis, j'ai affronté les critiques et les politiciens, j'ai dessiné avec précision chaque détail. Marbre rose, cascade intérieure, atrium de 6 étages, boutique de luxe. C'était plus qu'un immeuble. C'était une déclaration d'intention. Quand elle a ouvert, Trump Tower a attiré le monde entier. C'était un triomphe architectural, commercial, médiatique. Ma philosophie? Protéger le risque au maximum et multiplier les options. Je ne mise jamais tout sur un seul coup. Si un deal tombe à l'eau, j'ai toujours un plan B, C ou D. Dans le cas de l'hôtel à Atlantic City, j'ai acheté un terrain de rêve, mais je n'ai pas lancé les travaux avant d'avoir ma licence de jeu. Et quand j'ai obtenu la licence, j'ai conclu un partenariat avec Holiday Inn pour financer l'ensemble. Moitié des bénéfices, aucun risque initial. Plus tard, quand ils ont échoué dans la gestion du casino, je les ai rachetés et j'ai pris le contrôle total. C'est ce que j'appelle faire un deal intelligent. Je ne suis pas un joueur. Les gens pensent que je prends des risques insensés, mais en réalité, je calcule tout. Je ne joue pas aux machines à sous. Je préfère les posséder. La clé, c'est de penser comme la maison, celle qui ne perd jamais. En parallèle de mes projets à New York, Atlantic City devenait un terrain fertile pour les affaires. Le jeu était en train de transformer cette ville autrefois moribonde en un Eldorado pour les investisseurs audacieux. J'ai commencé par acheter un terrain sur la promenade, juste au bon endroit. Encore une fois, il ne s'agissait pas d'un achat impulsif. Chaque parcelle, chaque détail juridique, chaque négociation a été planifiée pour minimiser le risque. Je n'ai jamais commencé à construire avant d'avoir tous les feux verts. C'est là que j'ai lancé Trump Plaza, puis Trump Castle, et enfin, le plus ambitieux, le Taj Mahal. À chaque fois, la vision était la même, faire plus grand, plus beau, plus rentable. Ce n'était pas qu'une question de jeu, c'était une expérience. Des centaines de chambres, des restaurants raffinés, des salons dorés, des spectacles, des stars. Les chiffres explosaient. Mais il fallait savoir gérer. Dans ce domaine, la moindre erreur peut coûter des millions. C'est pour cela que je m'entoure toujours des meilleurs. Ivana, ma femme à l'époque,
était l'une de ces personnes. Elle ne venait pas du monde du business, mais elle avait un sens naturel de l'organisation, du goût et de la gestion. Je lui ai confié la direction de Trump Castle, et elle a prouvé qu'elle pouvait gérer une armée de 4000 employés avec la même rigueur qu'un général. Nous étions une équipe. Elle décorait, gérait, organisait. Moi, je dealais, je négociais, je construisais. À côté de cela, il y avait les petites victoires symboliques. La patinoire de Volman Rink à Central Park, par exemple. La ville avait gaspillé 6 ans et des millions de dollars à essayer de la réparer sans succès. J'ai proposé de reprendre le projet, gratuitement. En moins de 6 mois, je l'ai terminé, sous budget. C'était une opération presque publicitaire, mais elle a renforcé mon image de faiseur, d'homme d'action. Là où les politiciens échouaient, Trump réussissait. Mes journées étaient intenses. Je me levais à 6 heures du matin, je lisais les journaux, puis je passais des dizaines d'appels. Mon bureau était ouvert, mes réunions courtes. Je détestais perdre du temps. Si une idée n'était pas bonne en 5 minutes, elle ne le serait pas en 50. Je déjeunais rarement. Je rentrais tard, souvent après avoir appelé des investisseurs depuis chez moi. Mon travail n'avait pas d'horaire. C'était une passion, un besoin presque physique de créer, de bâtir, de transformer. Et puis il y avait les deals boursiers. Parfois, je mettais un pied dans des entreprises publiques. Pas par hasard. Je prenais une position dans une société, comme Holiday Inn, juste assez importante pour inquiéter la direction. Soit l'action montait et je revendais en profitant du buzz, soit il me rachetait mes parts avec une prime, juste pour que je m'éloigne. Dans tous les cas, je gagnais. Ce n'était pas illégal. C'était du poker haut niveau. Mais le plus important dans tous les deals, c'était le flair. Vous pouvez avoir les meilleurs avocats, les meilleurs chiffres, mais si vous n'avez pas l'instinct, vous n'irez pas loin. Moi, je sens les gens. Je lis leurs regards, leurs hésitations, leur silence. J'anticipe. Je calcule. Mais surtout, je ressens. Ce n'est pas enseigné à Wharton. C'est inné. J'écoute mon instinct. Il m'a rarement trahi. À chaque fois que je m'associe avec quelqu'un, je pense à la pire situation possible. Et je me dis, est-ce que je peux vivre avec cette issue? Si la réponse est oui, je fonce. Je protège toujours mon risque. C'est une règle d'or. Ne jamais se retrouver dans une position où une seule erreur peut tout faire basculer. Je déteste les pertes. Si un entrepreneur me dit qu'il faut dépenser 10 millions pour finir un chantier, je lui demande pourquoi il ne peut pas le faire pour 8. Je suis dur. Mais juste. Ce n'est pas par radinerie. C'est une question de principe. Chaque dollar doit avoir une utilité. Et surtout, je déteste les excuses. Vous livrez à l'heure, ou vous ne livrez pas du tout. J'ai appris à être sceptique. Quand quelqu'un me dit « c'est garanti », je demande à voir. Quand un entrepreneur parle de petits retards, je sais que ça cache un gros problème. Je n'aime pas les surprises. Je veux contrôler. Pas tout, mais l'essentiel. Les grandes lignes. La direction. Le message. On me demande souvent « quelle est votre stratégie ?» La vérité, c'est que je n'ai pas de plan figé. Mon seul plan, c'est d'être flexible. Je peux changer d'avis en un instant si la situation l'exige. Ce n'est pas de l'hésitation. C'est de l'adaptation. Il faut savoir pivoter, ajuster. Dans un deal, les cartes changent constamment. Celui qui reste figé sur son plan initial est mort. Il faut bouger. Et vite. Prenez le West Side Yards. Un terrain énorme. Le plus grand site non développé de Manhattan. 100 acres en bordure de l'Hudson. Je l'ai acheté pour une bouchée de pain alors que personne n'en voulait. Trop complexe, trop vaste, trop pollué. Moi, j'y ai vu un potentiel gigantesque. Au début, je voulais y mettre un centre de télévision pour NBC, le plus haut gratte-ciel du monde, un centre commercial, des immeubles résidentiels, un projet pharaonique. Certains disaient que j'étais fou. Peut-être. Mais quand je présente un plan, ce n'est pas juste une maquette. C'est une vision. J'ai réuni les meilleurs urbanistes, les meilleurs architectes, et j'ai modifié le projet autant de fois qu'il le fallait pour séduire les autorités. J'ai rencontré les membres de la commission de l'urbanisme, les planificateurs, les politiciens, les investisseurs. J'ai présenté, ajusté, recommencé. Rien ne me décourage. Je peux entendre non 10 fois, si je sais que le 11e sera un oui. Certains disent que je suis agressif. Je le suis. Mais jamais gratuitement. Quand je sens que je dois forcer le passage, je le fais. Et souvent, ça paie. Les gens respectent la fermeté. Pas la brutalité, mais la clarté. Ils aiment ceux qui savent ce qu'ils veulent. Et moi, je sais toujours ce que je veux. Je ne perds pas mon temps avec les détails insignifiants, mais je suis obsédé par certains éléments symboliques. Une colonne mal alignée, un marbre mal poli, une publicité médiocre. Je peux passer des heures sur ce genre de détails. Pas parce que je suis maniaque, mais parce que ces détails définissent la perception. Ils créent l'image.
Et l'image, c'est tout. Regardez Trump Tower. Ce n'est pas seulement un immeuble, c'est un symbole. Marbre rose, escalator doré, cascade intérieure, service 5 étoiles. Chaque détail a été pensé pour impressionner. Vous entrez, vous sentez que vous êtes dans un lieu différent. Pas seulement luxueux, unique, à mon image. Mais attention, derrière l'image, il faut que les chiffres tiennent. Je connais mes comptes par cœur. Mes cash flows, mes rendements, mes bilans. Je ne suis pas là pour faire joli. Je suis là pour gagner. Et je gagne parce que je travaille plus que n'importe qui. Je prends des appels à minuit, je lis les journaux à l'aube, je réponds à chaque lettre importante. J'ai des assistants, mais je reste au centre. Rien d'essentiel ne se fait sans moi. Il m'arrive aussi de m'engager dans des causes, mais à ma façon. Un jour, j'ai vu un reportage sur une vieille dame de Géorgie, Madame Hill, qui allait perdre sa ferme. Son mari s'était suicidé, espérant que son assurance vie paierait l'hypothèque. Mais c'était insuffisant. Ça m'a bouleversé. J'ai appelé la banque. Je leur ai dit que s'ils saisissaient la ferme, je les poursuivrais pour harcèlement menant au suicide. Ils ont reculé. On a lancé une collecte de fonds. J'ai promis de compléter ce qui manquerait. Et j'ai tenu parole. Certains ont dit que c'était un coup de pub. Peut-être. Mais j'ai sauvé cette femme. Et j'en suis fier. Il y a aussi eu ce dîner avec le cardinal O'Connor. Un moment fort. Un des hommes les plus puissants de New York, assis avec nous à la table, parlant de foi, de politique, de l'avenir de la ville. J'écoute, j'apprends, je respecte ceux qui ont de la vision, et j'en tire toujours quelque chose. J'ai aussi refusé bien des opportunités. Un ami du Texas voulait que je mette 50 millions dans une compagnie pétrolière. Sur le papier, c'était du béton. Rendement rapide, sécurité totale, équipe sérieuse. Mais quelque chose me gênait. L'instinct. Je me suis retiré. 6 mois plus tard, l'entreprise faisait faillite. J'ai économisé 50 millions. Parfois, le meilleur deal est celui qu'on ne signe pas. Les affaires, c'est aussi une affaire de tempo. Le bon moment est aussi crucial que la bonne décision. Acheter trop tôt, c'est risqué. Attendre trop longtemps, c'est rater le train. Il faut savoir frapper quand le fer est chaud. Ou mieux encore, le chauffer soi-même. J'ai appris à provoquer l'occasion, à la créer quand elle ne se présente pas d'elle-même. Et quand une ouverture se présente, je fonce. Prenons Mar-a-Lago, un domaine unique à Palm Beach, construit dans les années 1920 par Marjorie Merriweather Post, héritière de l'Empire post-céréal. Une résidence de 118 pièces, entre l'océan Atlantique et le lac Worth. Une folie architecturale. Au départ, je ne pensais même pas l'acheter pour le business. Je le voulais pour y vivre. Le prix demandé à l'époque était de 25 millions. J'ai proposé 15. Refusé. Puis des acheteurs ont signé des contrats plus élevés. Mais leurs offres se sont toutes effondrées. À chaque échec, je revenais à la charge, avec une offre plus basse. Finalement, ils ont accepté 8 millions, meubles inclus. Juste après, le journal local a titré « Mar-a-Lago cédé à prix cassé, la communauté tremble ». Un mois plus tard, des maisons beaucoup plus petites à Palm Beach se vendaient pour le double de ce que j'avais payé. C'est ça, un bon deal, une vision, du timing, du sang-froid, et une capacité à attendre que l'autre soit prêt à plier. Mais soyons clairs, je ne suis pas chanceux. Je suis préparé. Ce n'est pas la chance qui m'a fait réussir, c'est la persistance. Je n'abandonne jamais. Quand une porte se ferme, je tape sur les murs jusqu'à trouver une fissure. Et si tout est bloqué, je construis ma propre porte. Je me rappelle encore mes échanges avec les dirigeants de Holiday Inn. Au début, ils étaient partenaires sur Trump Plaza à Atlantic City. Mais leur gestion était catastrophique. Dès que j'ai pu, je les ai rachetés. Je voulais reprendre le contrôle total. Et très vite, les résultats ont grimpé. Une bonne gestion, ce n'est pas que des chiffres, c'est un état d'esprit. Il faut oser dire non, oser virer ceux qui ne font pas l'affaire, oser récompenser ceux qui performent, et surtout, oser changer de cap quand c'est nécessaire. Je crois aussi au pouvoir de la presse. Je ne suis pas dupe, la presse peut vous construire ou vous démolir, mais j'ai appris à jouer avec elle. Chaque interview est une opportunité, chaque article, un outil. Je ne fuis pas les journalistes, je les utilise. Je donne ce qu'ils veulent entendre, sans jamais leur donner tout. Je garde toujours une carte dans ma manche. Et si un critique me démolit sans fondement, je réponds. Je n'ai pas peur de dire ce que je pense, même si ce n'est pas politiquement correct. La vérité, c'est que les critiques ne supportent pas qu'on les critique. Moi, je les traite comme des concurrents, avec fermeté et sans complexe. Et puis il y a les chiffres. Je suis obsédé par les chiffres. Mes casinos, mes hôtels, mes immeubles, mes résidences. Je veux savoir exactement ce qu'ils rapportent. Chaque dollar compte. Chaque point de marge. Je compare, j'ajuste, j'exige.
J'attends de mes équipes qu'elles soient aussi investies que moi. Je leur donne de la liberté, mais pas du laxisme. J'attends de l'excellence, pas de la complaisance. J'ai monté un fonds d'investissement, le Trump Fund, avec l'objectif d'acheter des biens immobiliers saisis, sous-évalués, dans le sud-ouest des États-Unis. Une excellente manière de profiter des crises, acheter quand tout le monde panique. Mais je ne veux pas me retrouver en compétition avec moi-même. C'est toujours le dilemme. Si je vois une bonne affaire, est-ce que je la prends pour moi? Ou pour le fond? Ce genre de choix est stratégique. Il faut savoir doser l'ambition et la discipline. Je suis souvent sollicité pour présider des dîners caritatifs, donner des discours, parrainer des événements. Pas parce que je suis un saint, mais parce que j'ai des contacts, et que je peux faire venir des gens qui paient cher pour une table. C'est le jeu. J'y participe. Mais je ne me fais pas d'illusions. On ne m'invite pas pour mes bonnes actions, mais pour ma notoriété. Je le sais, et je m'en sers. En fin de journée, je rentre chez moi. Mon appartement, au sommet de Trump Tower, est un palais. Marbre, dorure, moulure. Certains trouvent ça excessif. Moi, je trouve ça normal. Quand on travaille dur, on mérite de vivre bien. Je veux que mon environnement reflète ce que je suis, ambitieux, exigeant, intransigeant. Et je veux que mes enfants grandissent dans cet état d'esprit. L'éducation de mes enfants est une priorité. Pas seulement les écoles privées et les professeurs particuliers, mais surtout ce qu'ils observent chaque jour, l'exemple. Je veux qu'ils voient un père qui travaille dur, qui prend des décisions, qui respecte ceux qui sont compétents et qui ne tolèrent pas l'échec. Ils n'hériteront pas juste d'une fortune, mais d'une mentalité. Gagnère. Oui, mais gagner proprement, sans tricher, sans se plaindre, sans s'excuser. Chaque matin, je commence tôt. Lecture des journaux, revue des projets, appels. Mon téléphone est mon arme. Je passe des dizaines de coups de fil par jour. Chaque conversation est une occasion. Un avocat, un architecte, un banquier, un maire. Je parle vite. Je veux que les gens aillent droit au but. Si un appel dure plus de 5 minutes, il y a un problème. Et si quelqu'un tergiverse, je passe au suivant. Mes journées sont rythmées par des décisions rapides. J'aime improviser. Laisser place à l'instinct. Trop de planification tue la spontanéité. Il faut de la structure, bien sûr. Mais il faut aussi du jeu, de la marge, de la créativité. Je ne suis pas un bureaucrate. Je suis un bâtisseur. Je prends les idées dans les nuages et je les ancre dans le béton. Je reçois souvent des designers, des entrepreneurs, des décorateurs, même des artistes. Un jour, un peintre célèbre m'invite dans son atelier. Il me dit « Tu veux voir comment je gagne 25 000 $ avant le déjeuner ?» Il saisit un seau de peinture, le jette sur une toile, répète avec 2 ou 3 couleurs, et dit « Voilà, c'est vendu ». C'est là que j'ai compris quelque chose sur l'art moderne. Souvent, c'est du marketing. Ce n'est pas l'œuvre qui compte, c'est la signature, le nom, la perception. C'est pareil en immobilier. Une tour comme Trump Tower, ce n'est pas qu'un immeuble. C'est une marque, une image, un standard. Je surveille tout, même mes publicités. À Trump Park, par exemple, on m'a présenté plusieurs projets de visuels pour une campagne de lancement. Je les ai tous refusés. Trop fades, trop classiques, trop anonymes. Ce que je veux, c'est un message fort, une image qui reste, un dessin qui vend non seulement une vue sur Central Park, mais un style de vie. Quand vous vendez du luxe, vous vendez un rêve. Il faut que l'acheteur s'imagine déjà y vivre. Sinon, vous avez raté votre cible. J'ai compris que le design, la lumière, les matériaux, les textures, tout compte. Je veux des sols impeccables, des plafonds hauts, des finitions parfaites. Le moindre défaut me saute aux yeux. Je ne supporte pas les compromis sur la qualité. Quand j'entre dans un chantier et que je vois une dalle mal posée, je la fais refaire, même si ça coûte. Parce qu'une fois terminé, c'est trop tard. Et la moindre erreur devient permanente. Même dans mes appartements privés, je pousse la perfection à l'extrême. J'ai fait importer des colonnes de marbre d'Italie, sculptées à la main. Le plafond de mon salon est orné comme un palais. Les détails sont dignes de Versailles. Certains trouvent ça excessif. Moi, j'appelle ça investir dans le beau. J'aime le faste. Pas pour impressionner les autres, mais parce que je vis dans ce que je construis. Et je veux vivre dans ce qu'il y a de mieux. Mais je ne suis pas aveugle. Je sais que tout ne repose pas sur la pierre et l'or. Un bon projet, c'est d'abord une bonne négociation. Le cœur du métier, c'est le deal. Savoir quand parler, quand se taire, quand mettre la pression, quand relâcher, quand dire oui, quand claquer la porte. J'ai appris à écouter, à décoder les silences, à reconnaître le doute dans un regard, l'hésitation dans une voix. C'est souvent là que tout se joue. Dans les plus gros deals, j'essaie toujours d'avoir plusieurs options. Si un partenaire se retire, j'en ai un autre. Si une offre est refusée, j'ai déjà prévu le plan B.
La clé, c'est de ne jamais dépendre d'un seul scénario. Être imprévisible. Surprendre. Gagner du temps. Créer le déséquilibre. Je ne fais pas d'affaires avec des gens que je ne respecte pas. Je peux tolérer l'ambition, l'arrogance, même un certain ego. Mais pas la médiocrité, pas l'hypocrisie. Ceux qui trahissent leurs paroles, je ne les revois plus jamais. La loyauté, c'est essentiel. Pas seulement pour les affaires, mais pour la vie. Les gens qui travaillent avec moi depuis 20 ans savent que je suis dur, mais que je ne les lâche jamais. S'ils me prouvent leur valeur, je les garde. Je n'oublie jamais mes débuts. Quand j'étais jeune, je faisais tout moi-même. Les appels, les rendez-vous, les visites de chantier, les négociations. Aujourd'hui, j'ai des vice-présidents pour chaque projet. Mais je reste présent. Je veux qu'ils sachent que je peux surgir à tout moment. Ça garde les gens vigilants, concentrés. Je ne suis pas un patron distant. Je suis dans l'arène, toujours. J'ai développé un style de gestion qui me ressemble, rapide, sans fioritures, focalisé. J'aime les rapports clairs, les réponses brèves. Si un responsable commence à me dire « Voilà ce que nous pensons peut-être envisager à moyen terme », je l'interromps. Je veux des faits, des résultats, du concret. Et j'ai appris que, pour gagner, il ne suffit pas de construire, il faut convaincre. Convaincre les banques de financer, les villes d'autoriser, les gens d'acheter. C'est un jeu d'influence. C'est là qu'intervient le storytelling. Il faut vendre une idée avant même qu'elle n'existe. Un projet, c'est une vision. Si vous ne pouvez pas l'expliquer en une phrase claire, vous ne la maîtrisez pas. Quand j'ai présenté mon projet pour les West Side Yards, ce gigantesque terrain le long de l'Hudson, les gens n'y voyaient qu'un espace sale, encombré, pollué. Moi, je leur ai décrit un quartier nouveau. Des gratte-ciel, des parcs, des rues élégantes, un front de mer dynamique. Et soudain, les journalistes ont écouté. Les politiques ont tendu l'oreille. Même NBC a commencé à considérer le site pour son futur siège. C'est ça, la force d'un bon pitch. Mais attention, parler ne suffit pas. Il faut livrer. Quand j'ai repris la patinoire Volman à Central Park, tout le monde m'a observé. La ville avait échoué pendant 6 ans à la rénover. Moi, je l'ai fait en 5 mois. Sous budget, avec transparence et avec style. Résultat, j'ai prouvé que le privé pouvait faire mieux que le public. Sans bureaucratie, sans excuses, juste des résultats. J'ai aussi compris que les médias ne sont ni amis ni ennemis. Ils sont un levier. Il faut savoir les manipuler. Leur donner des histoires, des images, des phrases fortes. Un journaliste ne cherche pas la vérité. Il cherche du contenu. Si vous lui donnez ce qu'il veut, vous contrôlez le récit. Si vous vous taisez, d'autres parleront à votre place. Et ils vous décriront mal. C'est pour cela que je parle souvent aux journalistes. Même si je les critique, même si je les attaque, je leur donne toujours quelque chose. Je leur tends un os, et ils reviennent. Car dans cette ville, tout est spectacle. Il faut comprendre le public, créer l'événement. Et moi, j'aime le show. Mais derrière le spectacle, il y a le calcul. J'ai toujours pensé comme un banquier. Même quand j'agis comme un promoteur, je sais lire un bilan. Je sais où va l'argent. Je sais combien rapporte chaque mètre carré. C'est là que se fait la vraie différence. Le style vous fait entrer dans la pièce. Les chiffres vous y gardent. J'exige que mes équipes soient à la hauteur. Je ne suis pas tendre. Je n'accepte pas les erreurs répétées. Un retard peut coûter des millions. Une mauvaise publicité peut faire fuir un investisseur. Je préfère choquer par ma franchise que décevoir par ma faiblesse. La vérité, c'est que dans ce milieu, si vous n'imposez pas le respect, on vous piétine. Je délègue, oui, mais je surveille. Je sais ce qui se passe dans mes casinos, dans mes hôtels, dans mes tours. Je reçois des rapports détaillés. Je visite sans prévenir. J'observe. Et si quelque chose ne va pas, je réagis tout de suite. Par exemple, dans l'un de mes casinos, j'ai trouvé une suite de luxe mal entretenue. Pas sale, mais pas parfaite. J'ai convoqué le directeur. Je lui ai dit, si vous n'êtes pas capable d'exiger le meilleur ici, vous ne le ferez nulle part. La semaine suivante, chaque chambre était irréprochable. C'est comme ça que je dirige. Avec exigence, avec présence et avec fierté. Je pense que beaucoup de gens échouent parce qu'ils ne comprennent pas la nature réelle du risque. Ils croient qu'il faut être fou pour réussir. Prendre des risques aveugles. Moi, je dis le contraire. Le vrai génie, c'est de savoir limiter les pertes, même dans une entreprise ambitieuse. Avant chaque grand projet, je me demande toujours, quel est le pire scénario? Et si je peux vivre avec ce scénario, alors j'avance. J'ai bâti mon empire en pensant toujours à protéger le bas, le fameux downside. J'anticipe les complications, les retards, les crises financières, les trahisons, et je me prépare. Je signe des accords qui me laissent une porte de sortie. Je m'arrange pour que les autres mettent leur argent avant le mien. Ce n'est pas de la lâcheté, c'est de la stratégie.
Si le projet marche, je gagne gros. S'il s'effondre, je perds peu. Prenez mes tours à Manhattan. Dans plusieurs cas, j'ai négocié des exonérations fiscales, des partenariats avec la ville, des financements en crédit bail. Résultat, je construis avec peu de cash à moi. Et pourtant, mon nom est sur le toit. Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de position. Ce que je vends, en fin de compte, ce n'est pas juste de la surface, du marbre ou des fenêtres. C'est une promesse, une vision. Le nom Trump est devenu une garantie. Les gens achètent un style, une réputation, un prestige. Ils veulent dire « je vis dans un immeuble Trump ». Et pour cela, ils paient plus. Mais la marque ne suffit pas. Il faut livrer. Mes bâtiments doivent être impeccables. Mes hôtels doivent dépasser les attentes. Je veux que chaque client reparte impressionné. Qu'ils disent « c'était plus que ce que j'espérais ». C'est ça, le vrai luxe. Surprendre, dans le bon sens. J'ai parfois été critiqué pour mes goûts. On m'a dit que j'étais kitsch, tape à l'œil, trop doré. Je m'en fiche. Ce que je fais plaît. C'est chaleureux. C'est grandiose. C'est différent. Et surtout, c'est reconnaissable. Aucun de mes projets ne ressemble à un autre. Je ne veux pas qu'on entre dans un bâtiment et qu'on se dise « c'est bien », mais je ne sais pas qui l'a conçu. Je veux qu'on dise « ça, c'est Trump ». Je crois aussi au pouvoir des symboles. Quand j'ai décidé de construire la tour la plus haute du monde dans les West Side Yards, ce n'était pas par hasard. C'était un message. Une déclaration. Le monde entier regarde New York et à New York, les gens regardent le ciel. Plus c'est haut, plus c'est fort. Et moi, je veux toujours viser plus haut. Je ne me limite pas à l'immobilier. J'ai toujours eu un œil sur d'autres secteurs. Le sport, par exemple. J'ai dirigé l'équipe des Generals dans la United States Football League. Un projet audacieux, une ligue concurrente de la NFL. J'y ai cru. J'ai bataillé, mené un procès contre la ligue rivale pour monopole. Et même si on a gagné le procès, on n'a touché qu'un dollar symbolique. Un échec apparent. Mais une leçon importante, sans levier réel, le droit seul ne suffit pas. J'ai aussi étudié la télévision, le cinéma, même l'édition. À chaque fois, je regarde ce que je peux apporter. Quelle valeur je peux créer. Je ne m'investis que si je peux dominer le marché. Sinon, je passe. Je ne cherche pas à être moyen. Je veux être le meilleur. C'est la même chose en politique. Je ne suis pas un politicien. Mais je parle avec les maires, les gouverneurs, parfois les sénateurs. Je soutiens ceux qui agissent, pas ceux qui parlent. J'ai aidé des candidats, parfois des démocrates, parfois des républicains. Je ne me laisse pas enfermer par les étiquettes. Ce qui compte, c'est l'efficacité. Si quelqu'un peut améliorer la ville, je le soutiens. Sinon, je m'en écarte. Et quand je donne un avis, je le fais franchement. Un développeur m'a demandé un jour s'il devait soutenir un candidat qui venait de l'écarter d'une élection. Je lui ai dit « Tu veux réussir ou te venger? Parce que ce gars-là va gagner. Mieux vaut être du côté du gagnant. » Les gens ont tendance à surestimer la chance et à sous-estimer la ténacité. On me dit souvent « Donald, tu as eu de la chance avec Trump Tower. Ou tu étais bien né, dans une famille déjà dans l'immobilier. » Oui, mon père m'a donné une base. Mais ce que j'en ai fait, c'est moi seul. La chance existe, mais elle ne vous accompagne pas longtemps si vous n'êtes pas prêt à vous battre. Et je me bats chaque jour. À l'époque où j'achetais des actions de Holiday Inn, je ne l'ai pas fait au hasard. Je savais que si j'achetais assez de parts, la direction s'inquiéterait. Elle craindrait une prise de contrôle. Et là, plusieurs scénarios s'ouvraient à moi, soit le cours montait et je revendais avec profit, soit il rachetait mes actions à prix fort pour me faire partir, soit je devenais réellement actionnaire de contrôle. Dans les trois cas, j'étais gagnant. C'est ce que j'appelle garder ses options ouvertes. Quand j'entre dans un deal, je pense à tous les scénarios. Je prépare les sorties avant même de signer l'entrée. Et je garde la tête froide. S'il faut se retirer, je me retire. S'il faut doubler la mise, je le fais. Mais jamais sans calcul. Je me souviens d'un contrat pour acheter un complexe immobilier en Floride, à Palm Beach. 2 tours blanches, magnifiques. La banque avait saisi le projet. Le développeur avait fait faillite. Le coût de construction était de 120 millions. J'ai proposé 40. Affaire conclue. Un ami m'avait proposé de s'associer. Je trouvais l'idée intéressante. Puis j'ai appris qu'il avait engagé un avocat que je n'aimais pas. Un gars qui m'avait déjà planté dans une autre affaire. J'ai tout arrêté. Je ne fais jamais confiance à quelqu'un qui a déjà montré son vrai visage. Une fois suffit. J'accorde une importance énorme aux personnes. Plus que les chiffres, ce sont elles qui font ou défont un projet. Si j'ai un bon architecte, un bon responsable de chantier, un bon avocat, je suis confiant. Si je sens la moindre faiblesse, le moindre opportunisme, je coupe. Et sans état d'âme. C'est comme ça que je fonctionne. Instinct, décision, exécution.
Je suis loyal, mais je suis aussi rapide à punir ceux qui me trahissent. Je pardonne rarement les erreurs majeures. Le monde des affaires est dur. Il ne laisse pas de place à l'hésitation. Si je veux être respecté, je dois être cohérent. Ceux qui travaillent avec moi le savent. Je peux être généreux, mais je suis intraitable sur la performance. Ma vision ne se limite pas à New York, j'ai envisagé de construire à Los Angeles, à Las Vegas, même à Moscou. J'ai discuté avec des diplomates soviétiques, j'ai visité des terrains près du Kremlin. Je voyais un hôtel de luxe, une tour qui marquerait le paysage. Ce projet ne s'est pas fait, mais l'idée était là. Toujours penser à l'échelle mondiale. Toujours anticiper la prochaine ouverture. J'ai aussi été approché par des marques automobiles, comme Cadillac, qui voulaient lancer une limousine Trump. On a eu des rendez-vous, des plans, des maquettes. C'était flatteur, et j'aime ce genre de reconnaissance. Parce que ça montre que ma marque a une valeur au-delà de l'immobilier. Elle inspire le prestige. Elle signifie quelque chose. Mais rien de tout cela n'est arrivé par hasard. Chaque jour, je travaille pour maintenir cette image. Je vérifie les finitions dans mes hôtels. Je choisis les publicités. Je contrôle les offres. Je lis chaque contrat. On croit parfois que tout est délégué. C'est faux. J'ai des équipes. Oui, mais je reste aux commandes. Même les plus petits détails m'importent. Une teinte de marbre, l'alignement d'une colonne, la hauteur d'un plafond. Parce que ce sont ces détails qui font la différence entre un projet bon et un projet exceptionnel. Et je veux l'exceptionnel, toujours. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le vrai pouvoir dans les affaires ne vient pas seulement de l'argent. Il vient de la perception. Si les gens pensent que vous êtes fort, alors vous l'êtes. Si vous contrôlez votre image, vous contrôlez la négociation. C'est pour cela que je suis toujours visible. Je donne des interviews. Je participe au débat. Je fais parler de moi, pas pour flatter mon ego, pour asseoir ma position. Dans ce monde, si vous êtes silencieux, on vous oublie. Mais attention, il ne suffit pas de parler. Il faut livrer. Et plus on parle, plus on est attendu. C'est pourquoi je fais tout pour dépasser les attentes. Quand on visite un hôtel Trump, on ne doit pas juste se dire « c'est beau ». On doit se dire « c'est au-dessus de tout ce que j'ai vu ». Voilà l'effet que je recherche. La surprise, l'excès contrôlé, le spectaculaire maîtrisé. C'est comme ça que j'ai lancé le Taj Mahal à Atlantic City. Un projet gigantesque. Le plus grand casino du monde. Des milliers de chambres. Des lustres à plusieurs millions. Des plafonds de cathédrales. Des colonnes dignes d'un palais indien. On m'a dit que c'était trop, que la ville ne pourrait pas absorber autant d'offres. Je ne les ai pas écoutés. Je savais que si je livrais quelque chose d'exceptionnel, les gens viendraient. Et ils sont venus. Évidemment, un tel projet comporte des risques. Le financement était colossal. Il fallait des investisseurs solides, une gestion impeccable. J'ai dû racheter les parts d'un concurrent, dénouer des contrats, négocier des dettes. Mais je suis allé jusqu'au bout. Parce que je crois que l'audace, bien maîtrisée, paie toujours. Et le Taj a mis la barre plus haut pour toute l'industrie. Mais plus vous montez, plus les attaques pleuvent. Les médias, les concurrents, parfois même les autorités, tout le monde vous observe, cherche la faille. Le moindre faux pas devient une affaire. Il faut être prêt à se défendre à tout moment. J'ai appris à ne jamais baisser les yeux. Si je pense avoir raison, je vais jusqu'au bout. Je poursuis. Je réponds. Je m'impose. Je crois à la confrontation saine. Je n'évite pas les conflits. Je les utilise. Parce que dans l'affrontement, les masques tombent. On voit qui est solide et qui vacille. Et souvent, ce sont ceux qui semblaient les plus sûrs d'eux qui s'effondrent les premiers. Je me souviens d'un entrepreneur qui avait tenté de me doubler sur un terrain à Manhattan. Il avait organisé un faux appel d'offres, monté un dossier douteux. Je l'ai pris de front. J'ai exposé ses manœuvres. Résultat, le projet s'est effondré, et il a perdu sa crédibilité. Ce n'était pas juste une victoire, c'était un avertissement. On ne joue pas avec moi sans conséquence. Mais malgré cette fermeté, je reste un négociateur. Je préfère conclure un bon deal que gagner une guerre inutile. Si mon adversaire est honnête, même s'il est coriace, je le respecte. Parfois, je perds une bataille pour mieux remporter la guerre. Il faut savoir choisir ses priorités. Et surtout, il faut savoir garder le capital. Je garde toujours en tête mes objectifs à long terme. Même quand je gère plusieurs projets, je ne perds jamais de vue ma trajectoire. Chaque immeuble, chaque casino, chaque deal fait partie d'un ensemble. Mon empire n'est pas une collection aléatoire. C'est une construction cohérente. Brique après brique, j'élève quelque chose de durable. Et je ne fais rien à moitié. Si je m'engage dans un projet, je veux qu'il marque les esprits, qu'il devienne une référence. Je ne construis pas pour quelques années. Je construis pour qu'on s'en souvienne. Je ne crois pas à la routine. Chaque jour est différent. Chaque deal est une nouvelle aventure. C'est ce qui me passionne. Ce n'est pas l'argent, même si je respecte l'argent. C'est le jeu, le défi,
L'idée qu'avec une bonne intuition et une stratégie bien pensée, je peux transformer une page blanche en un monument. Je peux prendre un terrain vague, un bâtiment en ruine, une affaire en faillite, et en faire un succès. Je crois au pouvoir de la volonté. Trop de gens se laissent emporter par les circonstances. Ils attendent que les conditions soient parfaites pour agir. Moi, j'agis, et je rends les conditions parfaites. Quand j'ai décidé de construire Trump Tower, il n'y avait aucune garantie. Les prix de l'immobilier fluctuaient. La ville était en crise. Mais j'ai vu l'opportunité. Et je me suis jeté dedans, prêt à tout contrôler, à tout défendre. Je ne laisse rien au hasard quand il s'agit de lancer un projet. J'organise chaque détail de la présentation. Je choisis l'endroit, la lumière, les mots. J'analyse la réaction des gens. S'ils froncent les sourcils, je rectifie. S'ils sourient, je pousse dans cette direction. Je teste. J'ajuste. Et une fois que j'ai le bon angle, je frappe fort. Je me rappelle du lancement du Trump Park. Il fallait séduire des acheteurs exigeants, attirer l'attention de la presse, montrer que ce n'était pas juste un projet parmi d'autres. Alors j'ai utilisé l'histoire, un bâtiment restauré avec respect, dans un quartier noble, avec des vues sur Central Park. On ne vendait pas seulement des appartements, on vendait une part de l'âme de New York et ça a marché. Avant même la fin des travaux, tout était presque vendu. C'est ça le secret. Donner envie avant même que les produits existent. Mais même les meilleurs projets connaissent des obstacles. L'administration, les permis, les voisins, les ONG. J'ai appris à naviguer dans cette jungle. Il faut convaincre, parfois séduire, parfois s'opposer. Mais toujours avec un objectif en tête. Et surtout, ne jamais perdre patience. Les deals les plus longs sont souvent les plus rentables. Je travaille avec des avocats, bien sûr. Mais je ne leur laisse jamais le dernier mot. Un avocat voit les risques. Moi, je vois la possibilité. Je les écoute. Mais je tranche. Je prends la décision finale. C'est mon nom sur la façade. C'est moi qui assume. Dans ce métier, il faut avoir le cuir dur. Vous serez critiqué, attaqué, jalousé. On essaiera de vous salir, de vous faire passer pour un monstre. Mais si vous êtes solide, si vous connaissez vos valeurs, rien ne vous atteint. Et avec le temps, les gens finissent par respecter la constance. Même vos ennemis reconnaissent votre force. Je me souviens d'un journaliste qui m'avait violemment attaqué dans un article. Des semaines plus tard, il m'a demandé une interview exclusive. Je lui ai dit « Pourquoi je te parlerai ?» Il a répondu « Parce que malgré tout, tu es celui dont tout le monde parle. » J'ai accepté, parce que je choisis mes batailles. Et parce que je sais que parfois, il vaut mieux parler à ses critiques qu'à ses fans. Je crois en la puissance du pardon stratégique. Pas parce que je suis naïf, mais parce que c'est parfois utile. Pardonner quelqu'un, c'est aussi reprendre le contrôle. Montrer que vous n'êtes pas gouverné par l'émotion. Mais attention, je n'oublie jamais. Je garde des dossiers. Je retiens les noms. Je sais qui m'a aidé et qui m'a trahi. Et le jour venu, je m'en souviens. Ce n'est pas de la vengeance, c'est de la mémoire. Et puis, il y a cette règle fondamentale. Il faut toujours rester en mouvement. Ne jamais se reposer sur ses lauriers. Quand un projet est terminé, j'en lance un autre. Quand une victoire est acquise, je prépare la suivante. C'est ce qui me maintient en vie. C'est ce qui me donne mon énergie. Il faut comprendre une chose. Dans les affaires, le silence est parfois plus puissant que 1000 mots. Il y a des moments où je laisse l'autre parler, s'enliser, se convaincre lui-même de ce qu'il veut entendre. Pendant ce temps, je l'observe. Je décèle ses faiblesses, sa peur, son besoin. Et quand il a fini, je résume d'une phrase, claire, tranchante, et souvent imparable. C'est à ce moment que le deal se joue. Je ne suis pas impressionné par les grands discours ou les titres. Ce que je respecte, ce sont les résultats. Que vous soyez diplômé d'Harvard ou sorti de nulle part, si vous faites le job, je vous considère. Sinon, vous dégagez. C'est aussi simple que ça. Je travaille vite, mais je pense en profondeur. Avant de signer un contrat, je l'ai lu, relu, analysé. J'ai posé toutes les questions possibles. Je ne laisse rien au hasard. Et surtout, je ne fais jamais confiance à 100%. Même les gens que j'aime, je les teste. C'est une règle. La confiance est un luxe qu'on doit mériter, et régulièrement reconfirmer. Quand j'entre dans une salle de négociation, je sais exactement ce que je veux, mais je ne le montre pas toujours. Je laisse croire que je suis ouvert, flexible. Je laisse l'autre proposer. Puis, doucement, je ramène tout vers mon objectif initial. Et quand il s'en rend compte, il est déjà trop tard. Il a accepté 80% de ce que je voulais. C'est comme ça que j'ai pu obtenir les meilleures parcelles, les meilleurs financements, les meilleures conditions. Je ne vole personne. Je suis simplement plus préparé, plus rapide, plus déterminé. Beaucoup pensent qu'il faut être aimé pour réussir. Moi, je préfère être respecté.
Si vous êtes aimé sans être respecté, vous serez trahi. Si vous êtes respecté, même vos ennemis hésiteront à vous attaquer. C'est un principe que j'applique à tout. Affaires, politique, relations. Et je suis toujours prêt à aller plus loin que l'autre. Si une négociation devient tendue, je n'hésite pas à me lever et sortir. Pas par caprice, pour montrer que je suis sérieux, que je n'ai pas besoin de l'accord à tout prix. C'est là que beaucoup craquent. Ils ont peur du vide. Moi, je suis à l'aise dans le silence, dans l'attente, parce que je sais que le besoin, c'est rarement moi qui l'ai. J'ai appris aussi que parfois, ne pas conclure un deal est la meilleure décision. Il y a des projets que j'ai laissés passer, des associés que j'ai refusés, des marques que je n'ai pas rachetées. Pourquoi? Parce que malgré leur attrait apparent, je sentais une instabilité, un vice caché, une faille éthique, et je préfère rater une occasion que m'empoisonner. Je ne cours pas après les honneurs. Si je fais un don à une fondation, je ne demande pas que mon nom soit gravé sur un mur. Si je sauve un immeuble historique, ce n'est pas pour être décoré. Je le fais parce que c'est juste, ou parce que ça crée de la valeur, ou parce que ça m'amuse. Mais jamais pour flatter mon image. Mon image se construit d'elle-même, par mes actes. Et dans tout cela, je garde une certaine distance émotionnelle. Je peux être enthousiaste, mais je ne m'attache pas au projet. Une tour peut être magnifique. Si elle ne rapporte pas, je la vends. Un partenariat peut être solide. Si l'autre devient un poids, je coupe. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la clarté. Ma vision, c'est de bâtir quelque chose qui dépasse ma personne. Une marque, un empire, un style. Quand je ne serai plus là, je veux que le nom Trump évoque encore le succès, l'audace, la qualité. C'est pourquoi je suis si pointilleux. C'est pourquoi je suis si exigeant. Parce que je ne construis pas seulement pour aujourd'hui. Je construis pour rester. Je crois en la grandeur. Pas en la grandeur arrogante, vide, prétentieuse. En la grandeur qui laisse une trace, qui impressionne même les sceptiques, qui transforme un paysage, une rue, une ville. C'est cette vision qui m'a poussé à construire des tours là où d'autres voyaient des ruines. À réinventer des quartiers entiers, à imposer une marque dans un monde où tout change trop vite. Mais pour viser grand, il faut oser s'entourer de gens brillants. Pas de flatteurs, pas de suiveurs. Je cherche des esprits vifs, capables de penser vite, d'agir fort, et de me dire non quand il le faut. J'ai des collaborateurs fidèles depuis plus de 20 ans. Pas parce qu'ils disent toujours oui, mais parce qu'ils comprennent mes standards, et que je sais qu'ils livreront. On me dit parfois que je suis dur, impitoyable. La vérité, c'est que je suis exigeant, et juste. Si vous me prouvez votre valeur, je vous défendrai contre vent et marée. Mais si vous me mentez, me ralentissez, ou cherchez à profiter du système, alors vous n'avez plus de place à mes côtés. Je suis loyal, mais je suis lucide. J'ai aussi appris à rester pragmatique. Je n'ai pas peur de changer d'avis. Si un projet ne fonctionne pas comme prévu, je le modifie. Si un plan devient obsolète, je le jette. Ce n'est pas de l'instabilité, c'est de l'adaptabilité. Ceux qui réussissent sont ceux qui savent réagir. Vite, sans ego mal placé. Parfois, je fais une offre agressive, sachant qu'elle sera refusée. Ce n'est pas un échec, c'est une ouverture. L'objectif est de fixer un point de départ. Ensuite, je peux monter, mais à mes conditions. C'est comme ça qu'on reste maître de la discussion. En imposant son rythme, en prenant l'initiative. Le deal parfait n'existe pas. Il y a toujours des compromis. Mais si vous êtes clair sur ce que vous voulez dès le début, vous obtiendrez l'essentiel. Et l'essentiel, c'est la position dominante. Le contrôle. L'image. Le reste, c'est secondaire. Dans les affaires, l'argent n'est qu'un des leviers. Le vrai levier, c'est la perception. Faites croire que vous êtes en position de force, et les portes s'ouvrent. Faites croire que vous êtes indispensable, et on vous appelle. C'est pourquoi je cultive ma présence médiatique. Non pas par narcissisme, mais par stratégie. Je suis toujours à la une, même quand je n'ai rien de nouveau à annoncer. Parce que rester visible, c'est rester vivant. Dans le monde des affaires, l'oubli est pire que la controverse. Je préfère qu'on me critique que qu'on m'ignore. Mais tout cela n'a de valeur que si les fondations sont solides. Je vérifie chaque dossier, chaque contrat. J'anticipe les coûts cachés. J'exige des rapports détaillés. On ne construit pas un empire sur des approximations. On le construit sur des chiffres précis, une logistique impeccable, et une capacité à corriger vite. Quand je construis une tour, je pense à chaque étage, à chaque locataire, à chaque flux d'air. Je veux que tout soit fluide, que l'expérience soit parfaite, de l'entrée jusqu'au dernier penthouse. C'est cette obsession du détail qui fait la différence. Et je me projette toujours 20 ans en avant. Je me demande, ce que je fais aujourd'hui, est-ce que ce sera encore pertinent demain? Est-ce que ce bâtiment sera admiré ou oublié? Je ne veux pas bâtir du provisoire. Je veux bâtir des repères, des points fixes dans un monde instable.
Je suis conscient que mes méthodes dérangent, que mon style choque parfois, mais je ne suis pas là pour plaire. Je suis là pour réussir, et pour laisser une empreinte. Je ne dors jamais très longtemps. Mon esprit fonctionne en continu. Je peux me réveiller à 3 heures du matin avec une idée pour un immeuble, une stratégie pour un deal, ou une phrase parfaite pour un discours. Alors je prends un carnet, j'écris, et je me rendors. Mon cerveau ne connaît pas la pause, et c'est très bien ainsi. Je crois au travail. Au vrai, celui qui épuise, mais qui donne un sens. Celui qui transforme l'énergie en richesse. Pas seulement la richesse matérielle, mais aussi celle de l'influence, du respect, de la trace laissée. C'est ça qui m'anime. Le goût de laisser quelque chose derrière moi. Certains veulent une vie tranquille. Moi, je veux une vie intense. Une vie de mouvement, de vision, de construction. Je ne veux pas passer mes journées à jouer au golf. Je veux les passer à diriger des équipes, à résoudre des problèmes, à inventer l'impossible. J'ai cette philosophie. Il faut penser comme si tout dépendait de vous, mais agir en vous entourant des meilleurs. Un homme seul ne peut rien faire de grand. Mais un homme déterminé, bien entouré, peut changer un quartier, une ville, parfois plus. Quand je lance un projet, je veux que tout le monde y croie. Pas juste mes architectes ou mes investisseurs. Je veux que les ouvriers, les secrétaires, les agents de vente soient motivés, qu'ils comprennent la vision, qu'ils sentent qu'ils participent à quelque chose d'exceptionnel. Et je leur parle, je les écoute, je les valorise. La loyauté, ce n'est pas une faveur, c'est un échange. Je protège ceux qui me soutiennent, je récompense la performance, mais je ne tolère pas la trahison. Pas une seconde. J'ai appris que pardonner, c'est parfois utile. Mais oublier, jamais. Mon nom est devenu une marque. Je l'ai inscrit sur des tours, des jets, des casinos, des hôtels. Ce n'était pas un hasard. C'était une construction méthodique. Je savais que, plus le nom Trump serait visible, plus il aurait de la valeur. Et plus cette valeur grandirait, plus je pourrais l'exploiter dans d'autres secteurs. C'est ainsi que je suis entré dans le monde du branding. Les licences, les produits dérivés, les partenariats. Mais je suis très sélectif. Je ne mets mon nom que sur ce qui correspond à mes standards. Sinon, je refuse. Car une marque, c'est fragile. Une seule mauvaise association, et tout peut s'écrouler. Je suis souvent consulté par des jeunes entrepreneurs. Ils me demandent, c'est quoi le secret? Je leur dis, il n'y a pas de raccourci. Il faut de l'instinct, de la discipline, du courage. Et il faut apprendre à encaisser. Le succès, c'est autant une capacité à rebondir qu'à réussir. On tombe, on se relève, on avance. Encore. Et encore. Je ne suis pas parfait. J'ai connu des échecs, des pertes, des erreurs. Mais je n'ai jamais arrêté. Et c'est ça qui fait la différence entre ceux qui restent et ceux qui s'effacent. La persévérance, l'obsession constructive, la foi en sa propre vision. Je n'ai jamais cherché la validation des autres. Ce que je veux, c'est regarder un immeuble, un quartier, un projet, et me dire « ça, c'est moi », pas par vanité, par fierté du travail accompli, du concret, de l'utile. Il y a quelque chose de noble dans le fait de construire, dans l'idée de transformer l'espace, d'offrir aux gens un lieu de vie, un lieu de travail, un lieu de rêve. C'est presque politique, presque philosophique, et c'est pourquoi je prends cela si à cœur. Il y a des jours où tout va bien. Les chiffres sont bons, les projets avancent, les journalistes écrivent ce que vous voulez qu'ils écrivent. Et puis, il y a les autres jours, ceux où tout vacille, où un deal capote à la dernière minute, où un journal sort un article incendiaire, où un partenaire vous trahit sans prévenir. Ces jours-là sont les plus importants, parce que c'est là que se mesure la vraie force. Moi, dans les tempêtes, je deviens plus calme. Je réfléchis, je réévalue, je reprends la main, parce que céder à la panique, c'est abandonner le contrôle. Et dans mon univers, le contrôle est tout. Vous devez toujours savoir ce que vous faites, pourquoi vous le faites, et vers quoi vous allez. Un jour, alors que tout semblait parfait dans un projet en Floride, un voisin milliardaire s'est mis en travers de ma route. Il a essayé de saboter le chantier, d'acheter les politiciens, de me provoquer dans les médias. Je n'ai pas répondu par la colère. J'ai répondu par les faits. J'ai renforcé mes équipes juridiques. J'ai monté un dossier béton. Et j'ai gagné. Non pas seulement le terrain, mais aussi la bataille d'image. Parce qu'il faut toujours penser au long terme. Beaucoup de gens pensent que le pouvoir, c'est de parler plus fort. Moi je dis, le vrai pouvoir, c'est de faire taire les autres par vos résultats. Je me suis aussi souvent heurté à l'administration. Des permis refusés, des délais absurdes, des règles mal conçues. Mais je ne me suis jamais contenté de subir. J'ai rencontré les élus, présenté des alternatives, parfois même réécrit les règlements avec leurs équipes. Si vous arrivez avec un projet solide, que vous parlez leur langue,
et que vous montrez que tout le monde y gagne, ils vous écoutent. Il ne faut pas attendre le feu vert. Il faut créer les conditions pour qu'il devienne inévitable. Je ne crois pas à la chance seule. Je crois à la préparation. Quand une opportunité se présente, vous devez être prêt à agir tout de suite. Pas dans une semaine. Pas après avoir consulté tout votre entourage. Il faut sentir que c'est le bon moment. Et foncer. C'est pour ça que je garde toujours une partie de mes ressources liquides. Pour pouvoir intervenir vite, sans dépendre de banques, sans perdre de temps. La vitesse, c'est un avantage. Et souvent, c'est décisif. Je parle souvent avec des banquiers. Je les respecte, mais je ne les crains pas. Ce sont mes partenaires, pas mes maîtres. Et si un jour une banque devient trop prudente, trop lente, ou trop envahissante, je change. Il y a toujours une autre source de financement, toujours un autre levier. Encore faut-il savoir le trouver. Je crois aussi à la force des symboles. Une façade bien éclairée, une entrée monumentale, un hall de marbre, ce n'est pas du luxe inutile, c'est une déclaration. Une façon de dire, ici, c'est différent. Ici, c'est meilleur. Les gens sentent cela. Et ils paient pour y avoir accès. Même dans mes publicités, chaque mot est choisi. Chaque visuel validé. Pas de hasard. Pas d'approximation. Je veux que mon image soit cohérente sur tous les canaux. Du journal local au grand magazine international, du panneau de rue au spot télé, tout doit dire la même chose, excellence, puissance, singularité. Et surtout, je garde la main. Même avec des directeurs marketing, des agences, des consultants, je décide. Parce qu'à la fin, c'est mon nom, mon visage, ma réputation. Je n'ai jamais vu la réussite comme une destination. Pour moi, c'est un mouvement permanent. Le jour où vous croyez avoir réussi, c'est le début de la chute. C'est pourquoi je continue de chercher, de créer, d'imaginer. Même après des décennies dans le métier, je reste aussi affamé qu'au premier jour. Peut-être plus encore. Je ne me repose pas. Je me réinvente. Quand j'ai vu venir les nouveaux médias, Internet, la télévision câblée, j'ai compris très tôt que l'influence allait se jouer ailleurs que dans les journaux papier. J'ai appris à utiliser la télévision, à me servir des caméras, à incarner une image. Les gens veulent des figures fortes, des récits, des personnalités. Et j'en ai fait un outil. Non pas pour jouer un rôle, mais pour amplifier ce que je suis déjà, direct, ambitieux, solide. C'est comme ça que l'idée d'émissions comme The Apprentice a germé. Montrer au monde ce qu'est la vraie pression, la vraie compétition, le vrai business. J'ai voulu partager ce que j'ai appris en créant mon empire. Montrer qu'un deal, ce n'est pas juste des chiffres. C'est un affrontement, une stratégie, un art. Et cette émission n'a pas seulement été un succès de divertissement. Elle a renforcé ma marque, élargi mon public, donné envie à des millions de gens de se dépasser. J'en suis fier. Parce que pour moi, l'inspiration est aussi une forme de pouvoir. On me demande souvent si je suis fier de ce que j'ai accompli. La réponse est oui, mais je suis surtout fier de ne pas avoir cédé, de ne pas avoir compromis ma vision, d'être resté fidèle à mon instinct, et surtout, de continuer à avancer. Ce que j'ai construit est visible. Des tours, des hôtels, des casinos, des golfs, des livres, des marques. Mais ce que j'ai surtout bâti, c'est une méthode, une façon de penser, une approche du monde fondée sur l'audace, la discipline, la loyauté et la résistance. Je n'ai pas peur de l'échec, je le respecte. Il enseigne, il forge, il sépare ceux qui veulent de ceux qui méritent. J'ai échoué, oui, mais je me suis toujours relevé, avec plus de rage, plus de précision, plus d'élan. Ce que je retiens de toutes ces années, c'est que rien ne vous est donné. Vous devez prendre votre place, la gagner, la défendre, et si possible, la faire grandir. J'ai vu des fortunes disparaître, des empires se déliter, des noms s'effacer. Je suis toujours là, pas parce que j'ai été chanceux, parce que j'ai été constant, présent, résilient. Et aujourd'hui encore, quand je marche dans une de mes tours, quand je serre la main à un client satisfait, quand je vois mon nom s'élever au-dessus des toits de la ville, je me dis, c'est ça, l'art du deal. Créer ce qui semblait impossible, le faire durer, et le transmettre. Je n'ai pas terminé. Il y a toujours un autre projet, un autre défi, un autre sommet à atteindre. C'est ça, ma façon de vivre, et je ne la changerai jamais.